Deuxième partie de notre rendez-vous politique, le numéro de ce jour est consacré au décryptage de la guerre en Iran et du Moyen-Orient qui, dans son ensemble, s'embrase. Nous l'avons vu, et chers invités, dans la première partie de notre émission, les dessous véritables de cette guerre. Mais avant de parler de l'embrasement de la sous-région, parlons de la communication de Trump. Vous êtes dans la communication. Il nous dit, en janvier 2025, quand il prend le pouvoir, que la guerre en Ukraine n'aurait jamais dû être engagée s'il avait été président. Que c'est de l'incompétence pure de la part de Joe Biden d'avoir laissé cette guerre se déclencher. Et là, pour une raison moindre, lui-même volontairement déclenche cette guerre. Il n'a aucun problème de cohérence. Il a un problème de cohérence à vue d'œil. Mais en réalité, lorsque la CIA a reçu l'opération au Venezuela, pour lui, il a cru que l'Iran, c'était le Venezuela. Ça devait être facile. En 2 jours, la faire replier et ça serait tout bénéfique pour lui sur le plan communication. Et après, il pouvait bien vendre l'affaire. Comment allait-il vendre l'affaire? Parce que la guerre, ce n'est pas que États-Unis, Israël contre l'Iran. En réalité, c'est la guerre économique États-Unis-Chine. Effectivement. Oui, il faut décapiter tous les proxys, entre guillemets, de la Chine. Le Venezuela, qui avait un contrat de 17 milliards de dollars de pétrole en yuan, avec la Chine, le canal de Panama, parce que les États-Unis doivent contrôler toutes les routes maritimes. Même l'affaire du Groenland, c'est juste par rapport aux routes maritimes. Neutraliser l'Iran, un des plus gros partenaires en matière de pétrole et de gaz de la Chine. Et surtout, garder les dollars comme monnaie de référence dans le monde. Donc, il y avait aussi cet enjeu. Dire, j'ai neutralisé l'Iran en 2 jours, voilà, maintenant, je suis en posture de gagner la guerre de positionnement, la guerre économique avec la Chine. Pour les élections de mi-mandat, ça serait tout bénéfique pour lui. Sauf que ses conseillers lui ont vendu un mauvais logiciel. Il a sous-estimé l'Iran. Certains de ses conseillers, pas eux tous. Oui. Parce qu'il y en a qui ont dit la vérité et qui n'ont pas été écoutés. Hein. Sun Tzu a dit, sous-estimer ou maîtriser son adversaire, c'est le chemin vers l'échec. Et il y a un analyste politique dont j'oublie les noms qui a dit, à eux la puissance, à l'Iran la nuisance. Il avait vraiment sous-estimé la nuisance. Et là, le monde est en train de... C'est vrai que le jeu valait le coup, parce que si effectivement l'Iran avait été démantelé, elle avait les réserves de pétrole et les réserves de gaz, ça aurait fait effectivement un bon business. Et l'OTAN se serait retrouvée à la frontière russe directement, comme avec l'Ukraine. Brice Nzamba, question de droit maintenant. L'Iran, pour riposter, n'a pas seulement commencé par envoyer des missiles en Israël, à Tel Aviv et autres, mais elle a commencé par détruire les bases militaires américaines dans les pays voisins. Mais pas seulement. C'est là où maintenant, moi, je veux vous poser la question sur la légalité. Elle bombarde également des raffineries de certains pays voisins en disant, d'abord, vous arrêtez votre partenariat avec l'Américain, il faut chasser les Américains, nous ne voulons plus les avoir sur le sol de nos voisins, et ils commencent maintenant par s'en prendre aux raffineries de ces voisins. Est-ce que ça, c'est légal? Est-ce qu'un pays souverain n'a pas le droit de choisir son partenaire? Oui, non, mais un pays souverain a le droit de choisir avec qui il veut être en partenariat militaire, c'est sûr. Mais la riposte de l'Iran, pour ma part, je pense qu'elle est justifiée, puisque d'après l'Iran, il y a des attaques de son territoire qui partent des bases américaines qui sont installés dans ces pays du Golfe. Donc, il est en droit en ce moment-là, en légitime défense, de s'en prendre à ces bases américaines. Bon, il me semble que les attaques des raffineries sont arrivées après qu'Israël ait attaqué les raffineries en Iran. C'est vrai. Donc, c'est en riposte aussi. Mais bon, c'est vrai qu'on peut nous dire que pourquoi ils n'ont pas riposté aux raffineries israéliennes et pourquoi les raffineries du Golfe. Voilà, c'est-à-dire que, comme je le disais tantôt, les Iraniens, c'est des joueurs d'échecs. Parce qu'ils considèrent que la guerre, c'est la guerre totale maintenant. Donc la guerre, elle n'est plus que militaire, elle doit être aussi économique. Oui. Donc elle doit mettre la pression sur les pays du Golfe
pour que les pays du Golfe, qui ont aussi une certaine influence sur Washington, que les pays du Golfe comprennent qu'ils ont beaucoup à perdre s'ils n'utilisent pas leur influence auprès de Washington pour mettre fin à cette guerre. Donc, il faut faire monter la pression. Et la pression pour les pays du Golfe qui apparaissent comme une vitrine économique en pleine expansion, c'est de s'en prendre donc au pétrole et là récemment au gaz. Ouais, donc en fait, sur le plan de la légalité stricto sensu, c'est pas légal puisque Oui. Mais on va se détruire mutuellement. Voilà, mais sur le plan militaire et politique et stratégique, c'est intéressant. Mais juridiquement, puis ça peut se défendre. Comment ça? L'Iran peut utiliser l'article 51 de la Charte des Nations Unies sur la légitime défense en faisant une certaine interprétation de la résolution 3314. Lorsque vous hébergez dans votre territoire des forces hostiles contre un pays, ce pays a le droit de se défendre. Oui, alors mais là, maintenant, les bases militaires américaines... Contre les bases militaires. Oui, là, on peut utiliser la résolution 3314. Oui, mais mon potentiel économique, mes richesses personnelles, pourquoi vous en prenez? Non, ça ne rentre pas en ligne de compte. Mais c'est ce que l'Iran dit qu'il ne vise pas les potentiels... Ah, mais si, non. Mais au début, il ne visait pas les potentiels économiques. Il visait d'abord les bases. C'est ça. Il visait d'abord une fois que les bases ont été détruites, puisque visiblement elles sont détruites. Ça devient les intérêts des États-Unis. Et si les États-Unis sont propriétaires... Alors, ce que les Iraniens disent, excusez-moi, Caroline, ce que les Iraniens disent, c'est que au niveau... Parce qu'il y a une banque aussi qui a été attaquée, parce que dans cette banque, il y a des actionnaires américains. C'est ce qu'ils disent. Il y a une banque iranienne qui a été touchée. Ils ont bombardé aussi une banque, je crois que c'était au Qatar, parce qu'ils estiment qu'il y a des actionnaires américains. Et donc après, ils ont lancé un ultimatum disant que si vous touchez à nos raffineries, on va toucher aux raffineries du Golfe dans lesquelles il y a des actionnaires américains aussi. Vous voyez? Donc, quelque part, juridiquement, si moi je devais essayer de défendre le dossier iranien, je dirais qu'à partir du moment où il y a des intérêts américains au sein de ces raffineries, ça peut expliquer que ces raffineries soient attaquées, puisque les actionnaires, maintenant on ne sait pas est-ce que c'est des actionnaires majoritaires ou minoritaires, bon ça c'est un autre débat, mais à partir du moment où il y a des intérêts américains dans ces compagnies pétrolières, ça peut justifier... Et que c'est les États-Unis, ce sont les États-Unis qui ont commencé la guerre, qui ont agressé l'Iran. Ça peut s'expliquer que dans le cadre de la légitime défense, qu'on puisse s'en prendre à certains intérêts. N'oublions pas dans cette affaire, on a bombardé une école de jeunes filles. C'est vrai. Il y avait plus de 150 jeunes filles qui sont décédées et l'Iran menace de s'en prendre à certains hôtels où des militaires américains qui ont quitté les bases sont partis se réfugier. Donald Trump dit: nous avons détruit toute la marine iranienne. Et dans le même temps, il appelle à l'aide pour qu'on débloque la situation dans le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la fanfaronnade. C'est de la communication. C'est de la fanfaronnade. Vous savez, si vous alignez les tweets du président Donald Trump, les uns après les autres, vous allez voir, c'est extraordinaire. On peut même faire des sketchs, des guignols là-dessus. C'est-à-dire que vous avez des communiqués triomphalistes, mais qui sont démentis sur le terrain. Voilà, parce que si vous avez détruit toute la navire iranienne, donc vous pouvez circuler dans les détroits d'Ormuz. C'est ça. Donc, mais ils ne peuvent pas le faire, puisqu'ils demandent l'aide des pays alliés. Oui. Bon, les pays alliés qui, eux, ont les renseignements qui fonctionnent, ils savent qu'ils ne peuvent pas s'engager dans ça. Mais les Iraniens eux-mêmes, ils le disent. Voilà, si vous pensez nous avoir détruits, bon, venez et puis on va voir. Il faut prendre avec distance ce qu'est dit le président américain. Il faut de la distance. Ce qui se joue aussi dans cette guerre, et on peut se poser la question pourquoi le président américain fait ça à son pays, c'est un mythe qui tombe. Au fond, que des radars positionnés dans le Moyen-Orient par les Américains à coût de milliards de dollars pour, dit-on, protéger ou assurer la sécurité de ces pays, qu'on pulvérise tout ça en 2 temps 3 mouvements et que au fond tout le monde est devenu si vulnérable, ça pose un problème sur au fond la crédibilité ou la véracité supposée de la puissance militaire des Américains. Quand on regarde la puissance militaire américaine, c'est vrai qu'ils ont technologiquement, financièrement, ils ont l'armée la plus puissante du monde avec l'armée russe. Ça, c'est vrai. Mais regardez toutes les guerres passées. Est-ce qu'ils ont gagné la guerre du Vietnam?
Est-ce qu'ils ont gagné avec l'OTAN la guerre en Afghanistan, par exemple? Non. Et même la guerre du Golfe. Quand on pense qu'il y a, par exemple, un suicide par jour aux États-Unis, des anciens combattants d'Irak, avec une facture faramineuse au niveau de la sécurité sociale américaine, on ne peut pas dire que les Américains ont gagné. Mais bon, après, ils nous montrent Rambo 3. Mais souvenez-vous du film La chute du faucon, en Somalie. Ils ont débarqué en Somalie, en direct sur CNN, avec des bateaux amphibies. C'était très impressionnant. Mais les résultats, on connaît. L'armée américaine avec les Delta Force qui sont allés en promenade de santé au Venezuela, c'était une catastrophe en Somalie, à telle enseigne que les forces de l'ONU, et ils ont dû faire appel à d'autres forces pour les aider à se tirer de cette affaire. C'était en Somalie, n'est-ce pas? Oui, c'était en Somalie. 91, je crois. C'était en 91, oui, où on traînait des soldats américains dans les rues de Mogadiscio. Oui, ils sont allés en promenade, mais ça a été une catastrophe pour eux. Donc, dire que ils sont les plus puissants, que bon, ils peuvent aller toujours en promenade de santé partout, ça ne fonctionne plus. Maintenant, c'est les missiles patriotes à 1, 2, 3 millions de dollars contre de drones Shahed à 17 000 dollars. Voilà, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une différence entre une guerre classique et une guerre asymétrique. C'est pas pareil. C'est-à-dire que quand vous avez deux puissances conventionnelles qui se font face, c'est différent. Vous pouvez en ce moment-là mettre en valeur tout ce qui est artillerie, tout ce qui est force aérienne, etc. Les troupes, là, vous pouvez mettre en œuvre votre puissance. C'est ça. Mais quand vous avez une force asymétrique, c'est-à-dire qui est plus faible que vous, mais qui dispose de grands moyens de nuisance, c'est ça. Voilà, c'est différent. C'est-à-dire que ce que vous avez prévu pour la guerre classique n'est pas adapté pour ce genre de guerre. L'histoire de l'éléphant et de la moustique, hein, comme on a appris à l'école. Absolument. C'est-à-dire que celui qui est faible, il a le temps pour lui. C'est-à-dire que lui, ce qui compte, c'est de durer et de pouvoir, de temps en temps, vous infliger quelques pertes qui vont se répercuter sur votre morale, parce que vous êtes tenu par l'opinion publique nationale aussi. Oui. Vous voyez? Donc, il y a tous ces paramètres-là qui entrent en jeu, avec des moyens faibles, c'est-à-dire qu'eux, ils engagent des moyens qui ne sont pas chers, avec les drones Shahed, etc., c'est pas cher. Mais vous voyez, comme l'a dit Kerwin, quand il faut abattre un drone Shahed qui coûte quelques milliers d'euros par un missile qui coûte des millions, mais déjà, vous êtes perdant. Vous abattez un drone, mais vous êtes perdant. 11 milliards de dollars en une semaine qu'ils ont dépensé. Ça, au niveau de l'opinion publique américaine, voilà, c'est ça. Ça commence à faire mal. Et il faut voir loin. C'est-à-dire que cette guerre montre aux pays du Golfe que les États-Unis ne sont pas le protecteur dont ils ont besoin. C'est le premier enseignement. C'est ça. Et les Russes et les Chinois leur ont vraiment savonné la planche pour qu'ils soient discrédités et qu'ils quittent la région la queue entre les pattes. C'est ça. Donc là, on se dirige vers une nouvelle fois une perte de prestige des États-Unis. Et de crédibilité. Voilà. Et donc, la question qui se pose... Comment on reconstruit après? Comment on regagne la confiance de ces partenaires? Est-ce que même les pays du Golfe vont maintenir leur accord avec les États-Unis, puisque là, manifestement, on a vu qu'ils ne sont pas capables de les protéger. Vous voyez, donc ce que l'Iran fait, c'est un travail de sape dans la durée. Et l'Iran, on ne sait pas ce que la suite va donner, mais si l'Iran maintient sa permanence actuelle dans la riposte, l'Iran va s'imposer maintenant comme étant une puissance régionale incontournable. À côté d'Israël. Et va imposer des conditions dans de nouveaux dialogues qu'il y aura. Donc, encore une fois, le renseignement militaire américain et israélien ne savait pas que les Iraniens sont en train de mettre au point des missiles à sous-munitions qui peuvent saturer le dôme de fer en Israël. Non. Ils n'ont pas une information. Non, mais en fait, ils avaient une idée approximative de la réserve des missiles de l'Iran. Mais comme je l'ai dit au départ, eux, ils comptaient sur la décapitation du régime. La tête, oui. Et puis que la guerre allait être rapide. C'est-à-dire qu'on décapite le régime. Et puis comme il y a déjà le régime est impopulaire, il y aura un changement de régime. La guerre va s'arrêter rapidement. Donc c'est ça le calcul. Et ce qui fait que les Américains, ils s'en sortent plus. Et qu'aujourd'hui, on ne sait plus les buts de guerre des Américains. Le deuxième enseignement, vous l'avez dit, le premier, c'est pour les pays du Golfe. Le deuxième, et c'est amusant de voir que les membres de l'OTAN se divisent sur l'Iran. On était tous, si Donald Trump n'avait pas été
élu aussi de Joe Biden, enfin pas Joe Biden, Hillary, comment il s'appelait? Elle s'appelait Kamala Harris. Harris avait été élue. L'OTAN serait en train de faire la guerre en ce moment à la Russie. Et là, on voit les mêmes membres de l'OTAN dire aux Américains, c'est votre guerre, ce n'est pas le... Vous êtes oui, mais c'est c'est quand même Donald Trump qui a commencé. Ils se sont fait humilier par Donald Trump. Oui. Bon, ils ne vont pas mouiller les maillots pour venir les tirer d'affaire. Oui. Et puis, et comme ils ont déjà souvent une longueur d'avance, je pense que les gens voient les négociations futures parce que la région sera remodelée. Il faut faire preuve d'un peu de retenue parce que tout le monde pense au gaz et au pétrole et surtout à cette route maritime qui a au niveau de cette région, surtout contrôlée par l'Iran, ça s'affichait auprès de Trump, peut-être contre-productif pour le futur. Bon, je pense qu'ils sont tout simplement prudents. Parce que il faut dire que déjà, Donald Trump, quand il a engagé sa guerre contre l'Iran, n'a pas consulté les pays européens. Ouais. Il ne les a pas informés. Il les a pas... Pour des raisons que vous avez évoquées. Voilà, ça il dit se croyait tellement fort, c'est réglé en 4 jours. C'est ça. Ça dit comme au Venezuela. Il a voulu faire ça tout seul avec Israël. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Donald Trump a déjà humilié beaucoup les pays de l'OTAN avec la guerre en Ukraine en leur disant, c'est votre guerre, débrouillez-vous, les armes, vous les achetez chez nous, mais nous, on vous les donne plus gratuitement ou comme le faisait Biden. Et le troisième point, avec la question du Groenland, avec la volonté de vouloir conquérir, annexer le Groenland. Ouais. Donc ça a créé des divisions au sein et même le Canada. de l'Alliance transatlantique. Donc, c'est vrai. Il y a des fissures. Donc quand on a lu tout ça, les Européens, ils ne vont pas y aller. Parce qu'ils considèrent que c'est une guerre qui est illégale, parce que l'Europe se considère aujourd'hui comme la gardienne du droit international. C'est la posture que prend l'Europe aujourd'hui. Donc, si l'Europe soutient la guerre de Trump, alors pourquoi l'Europe s'opposerait à la guerre de la Russie contre l'Ukraine? Du coup, c'est la fin de l'OTAN. Voilà, donc ça fait... Et maintenant, c'est déjà Donald Trump. Non, ipso facto... ça va vous coûter cher, votre posture. Oui. Vous ne voulez pas m'aider, mais ça va vous coûter cher à l'avenir. Oui, mais à la vérité, l'OTAN, aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a 2 personnes qui boivent en ce moment le petit lait. Oui. C'est Poutine et Xi Jinping. Oui. C'est ainsi que je disais qu'ils en ont profité pour savonner la planche sur laquelle les États-Unis étaient, pour qu'ils glissent et qu'ils quittent la région. Je ne serais pas surpris que les Russes et les Chinois aient fourni certains renseignements aux Iraniens, parce que la précision avec laquelle ils ont atteint certaines bases américaines, surtout les radars, c'est tellement chirurgical. Je sais que les Iraniens sont forts, mais à ce niveau-là, il faut quand même un pays qui ait une expertise un peu supérieure. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.